Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur le nucléaire que je vais animer avec mon confrère Théophile Bégel. Nous en avions déjà fait un il y a maintenant quelques mois lorsque le texte était à l'état de projet avec Yves Marignac, et donc aujourd'hui où la loi est devenue définitive, où le Conseil constitutionnel s'est prononcé, eh bien, nous souhaitions revenir sur ce que signifie cette loi d'accélération, notamment au regard des questions de sûreté et de démocratie environnementale. Et je vais donc passer la parole sans plus tarder à Théophile Bégel. Bonjour à tous. Alors effectivement, l'adoption de cette loi relative à l'accélération des procédures liées à la construction des installations nucléaires nouvelles a été adoptée. Je vais vous rappeler en introduction les grands enjeux de cette loi ainsi que les chiffres. Et ensuite, Madame Lepage rappellera les problématiques posées par ce texte, notamment en matière de démocratie environnementale et de sûreté. Alors l'objectif, les objectifs affichés de cette loi, ils sont doubles. Il y a évidemment la volonté de relancer l'industrie nucléaire en France dans l'objectif de respecter les engagements climatiques de la France. Le premier objectif, c'est celui-là, c'est celui qui figure dans l'introduction de l'étude d'impact de cette loi, c'est respecter les objectifs en matière de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Cet objectif de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, il est d'autant plus urgent que le Conseil d'État s'est encore prononcé récemment le 10 mai 2023 dans une décision qui a confirmé que les mesures en l'état actuel du gouvernement étaient insuffisantes pour atteindre les objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, avec une nouvelle injonction qui impose au gouvernement de prendre d'ici le 30 juin 2024 de nouvelles mesures visant à justifier la compatibilité de la politique en matière de baisse d'émissions de gaz à effet de serre et de transmettre d'ici le 31 décembre un bilan d'étape détaillant ces mesures. Alors, il n'est pas à douter que dans ces mesures et ce bilan d'étape, la France le gouvernement fera état de cette nouvelle loi qui on le verra aussi, supprime le plafond qui existait jusqu'alors en matière de production nucléaire dans le mix électrique. L'objectif de baisse d'émissions, il est d'autant plus important que cet objectif de moins 40% d'ici 2030 va bientôt a été rehaussé au niveau européen à moins 55%, et ce qui sera décliné en France, un objectif de moins 47%. Donc le climat, l'objectif climatique, c'est le premier argument avancé par le gouvernement. Le deuxième, c'est celui de l'indépendance énergétique. La guerre en Ukraine et les conséquences géopolitiques qui en ont découlé ont permis d'arriver au constat que la France était, comme ses voisins européens, encore largement dépendant de ressources énergétiques fossiles, en particulier des produits pétroliers et du gaz naturel à l'importation. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de se détacher de cette dépendance vers une autonomie énergétique. La France va donc effectivement vers ce développement du nucléaire et ce rehaussement du nucléaire avec déjà une PPE sur l'époque 2019-2028, celle qui est en vigueur, qui prévoyait, comme on l'a dit tout à l'heure, des objectifs de 50% d'origine nucléaire, de mix électrique d'origine nucléaire en 2035. En 2023, 67%, en 2028, 59 à 61%. Donc l'objectif de la PPE du 21 avril 2020, c'était une décroissance de l'énergie nucléaire pour atteindre cet objectif de 50% en 2035. Et la loi qui a été adoptée supprime, à l'initiative du Sénat, a supprimé cet objectif de réduction de la part du mix électrique à 50%. De même qu'il a supprimé le plafonnement à 63,2 gigawatts de la capacité de production nucléaire. C'est une évolution qui était attendue
parce que, pour rappel, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoyait que, au lieu de 75% de nucléaire à l'horizon 2025, on allait baisser à 50% de nucléaire à l'horizon 2025. Et dans la loi énergie-climat du 8 novembre 2019, cet objectif de 50% à 2025 a été porté à un objectif de 50% à 2035. Donc, on n'a fait que reculer cet objectif de diminution et de retrait de l'énergie nucléaire aux dernières années. Et là, ce changement de paradigme a été confirmé par la loi avec une suppression claire et nette de ce plafond de 50% de production nucléaire. La PPE, en conséquence, va être révisée. Il y a un document de travail soumis à la concertation du 12 juin 2023 qui a été publié par le secrétariat général à la planification écologique et qui prévoit que l'ambition de la production nucléaire devrait atteindre un objectif de 55% en 2035, donc 5% de plus de ce qui était prévu par la dernière PPE, donc elle devra nécessairement être révisée en conséquence, et un objectif pour 2030 d'une puissance de 361 TWh par rapport à 330 constatés aujourd'hui. Donc vraiment voilà, une accélération de la capacité nucléaire sur le territoire français. Le fait de viser plus de 50% d'électricité nucléaire aboutira nécessairement à réduire corrélativement la part du renouvelable, sauf à considérer que le gaz, le charbon et le pétrole seraient réduits à moins 10% d'ici les prochaines années, d'ici 2030, ce qui sera difficile, donc ce qui permettra difficilement à la France d'atteindre son objectif de 40% d'énergie renouvelable en 2030. Sachant que la France est l'une des plus mauvais élèves au niveau de l'Union européenne dans cet objectif. Donc il y a effectivement aussi le risque de manquer à ces objectifs-là au sein de l'Union européenne. Un mot sur la taxonomie européenne. La taxonomie européenne est aussi importante dans ce cadre-là puisque elle a récemment réajusté et modifié les secteurs de l'industrie qui pourraient bénéficier des financements favorables poussés par cette taxonomie. Pour rappel, la taxonomie, elle doit contribuer à réaliser les objectifs de l'Union européenne en matière de climat et d'environnement, et a été présenté une première fois en 2018 dans le cadre du plan d'action pour une finance durable. Le règlement 2020-852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, lui, a été adopté en 2020 et il a pour objectif de stimuler et favoriser les investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment par la réorientation des flux de capitaux vers des investissements qui prennent en compte cette approche et cet objectif de transition écologique. Donc initialement, en 2020, l'énergie nucléaire ne pouvait pas bénéficier de ces dispositifs, mais le 9 mars 2022, la Commission européenne a adopté un nouvel acte délégué complémentaire qui propose de modifier les critères d'examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité peut ou non être considérée comme contribuant substantiellement à la transition écologique. Et par cet acte délégué du 9 mars 2022, la Commission européenne a fait rentrer le gaz fossile et le nucléaire parmi la catégorie des investissements durables qui peuvent bénéficier de ces régimes de faveur. L'objectif effectivement annoncé par la Commission européenne, c'est de contribuer à l'objectif de la décarbonation et les baisses d'émissions de gaz à effet de serre, puisque l'énergie nucléaire ne rejette que très peu de gaz à effet de serre, à peu près 4 fois moins que le solaire. Mais effectivement, il y a toujours ce problème du fait que les réacteurs utilisent encore aujourd'hui
comme combustible l'uranium, qui est une ressource naturelle et donc non illimitée, et évidemment la question des accidents nucléaires, puisque dans le cadre de la taxonomie et de la politique de protection de l'environnement, on connaît les dommages que pourrait causer sur l'environnement ce type d'accident. Il y a également évidemment la question de la gestion des déchets, du fait de la très haute radioactivité d'une part importante des déchets, à peu près moins de 10% des déchets nucléaires peuvent rester parfois plus de 100 000 ans radioactifs. Et le stockage des déchets pose la question évidemment des générations futures, puisque si le principe de réversibilité des déchets et du stockage des déchets est inscrit dans la loi depuis 2016, et que le projet CIGEO à Bure prévoit que pendant 100 années, les déchets stockés enfouis à 500 mètres sous terre pourront être retirés, et donc laisse la possibilité d'une réversibilité. L'expérience a montré que cette réversibilité en matière de stockage et d'enfouissement de déchets dans des couches géologiques profondes est compliquée. L'exemple de Stocamine dans le Haut-Rhin à Wittelsheim a montré qu'il y avait un stockage de déchets donc, qui étaient non radioactifs, mais qui étaient des déchets ultimes dangereux. Leur réversibilité avait été prévue pendant 20 ans par un arrêté de 1997, un arrêté préfectoral, et au bout de 5 ans, il y a eu un incident dans les galeries, et aujourd'hui, une part importante de ces déchets ne sont plus réversibles. Donc voilà, le projet aujourd'hui de stockage d'enfouissement à Bure de viser une réversibilité pendant 100 années apparaît extrêmement compliquée et périlleuse du fait de cet exemple dans le Rhin qui montre que en 5 années, la réversibilité a été compromise sur ce site. Donc pour toutes ces raisons, un recours est pendant actuellement devant la Cour de justice de l'Union européenne qui était porté par l'association Greenpeace et d'autres associations, et qui tend à obtenir l'annulation de cet acte délégué de mars 2022. La loi relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires que Madame Lepage va vous présenter est une loi a donné lieu à un vote très important, mais qui est assez peu, qui est presque passé inaperçu dans l'actualité, et qui traduit de nouvelles orientations du gouvernement en la matière, au mépris de la sûreté pour plusieurs raisons qui vous seront présentées. La réduction des procédures à leur plus simple expression, la réduction drastique des droits des citoyens en matière de participation du public à certaines procédures, et enfin la traduction de la pause environnementale par un affranchissement de toute une série de lois majeures de la protection de l'environnement. On notera également qu'elle est passée outre un certain nombre de positions exprimées par le Conseil d'État dans son avis du 27 octobre 2022, tant en ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact que l'opposition à certaines mesures qui ont néanmoins été votées. Je laisse maintenant la parole à Madame Lepage pour la présentation de ces différents points. Merci. Donc, Maître Bégel vous a dressé le panorama global de ce texte et ce à quoi il aboutit sur un plan, je dirais, statistique, sachant que quand on regarde la PPE, le projet de PPE tel qu'il vient de sortir, on est quand même un peu, comment dire, étonné des projections qui sont quand même très optimistes en ce qui concerne le nucléaire, parce que par exemple, on vise 361, je crois, de mémoire, TWh. Or, on plafonne à 280-300 par an cette année et l'année dernière, donc 361, c'est quand même beaucoup. Il va falloir les atteindre. De la même manière, bon, jusqu'en 2035, de toute façon, il n'y aura aucun nouveau réacteur nucléaire qui sera mis en service, sauf peut-être Flamanville, mais pas les autres. Rien ne dit qu'ils seront là en 2000,
2039 ou en 2040, compte tenu des retards qui sont pris un peu partout, y compris à Hinkley Point. Voilà, donc je pense qu'on est encore une fois sur quelque chose qui est du domaine de ce qu'on voudrait, mais pas forcément de ce qu'on pourra faire. Alors maintenant, pour en revenir plus précisément au texte, j'aborderai 5 points. Le premier point, c'est la réduction des autorisations nécessaires à la création d'une installation nucléaire de base, puisqu'une centrale nucléaire, c'est une INB. Antérieurement, la création d'une installation nucléaire, d'une centrale nucléaire, c'était d'abord une déclaration d'utilité publique avec un arrêté de cessibilité, un décret de création, un permis de construire, une autorisation d'exploitation, le cas échéant une autorisation d'occuper le domaine public, une concession d'occupation du domaine public si nécessaire, des arrêtés de rejet radioactifs, liquides et gazeux. L'expérience que l'on a des premières centrales nucléaires, celle de la série autorisée à partir de 1973, montre qu'il y a eu beaucoup de contentieux sur les permis de construire qui ont été finalement des contentieux souvent gagnés par les requérants. La loi de simplification, elle simplifie puisqu'il n'y a plus de permis de construire. Et par voie de conséquence, il n'y aura plus de recours contre ces permis devant les tribunaux administratifs qui pouvaient être plus enclins que le Conseil d'État à appliquer, je dirais, le droit commun aux centrales nucléaires. Deuxième innovation, si je puis dire, suppression de la loi littorale. La loi littorale est totalement inapplicable aux centrales nucléaires. Donc, les règles d'urbanisme, puisqu'il n'y a plus de permis de construire, sont contrôlées au niveau de la demande d'autorisation environnementale ou de la demande d'autorisation de création du réacteur. Et comme il n'y a pas de permis de construire, la construction des bâtiments annexes, qui ne sont pas le cœur du réacteur, mais il y a beaucoup de bâtiments annexes dans une centrale nucléaire, pourra être entreprise dès la date de délivrance de l'autorisation environnementale sans attendre l'autorisation de création de l'installation nucléaire. L'enquête publique est également réduite au cas où une autorisation environnementale est nécessaire et pour le décret de création. Mais toute la phase antérieure, c'est-à-dire celle qui va modifier les documents d'urbanisme, celle qui va adopter le principe d'un projet d'intérêt général pour la centrale nucléaire, qui donc va la figer dans l'espace, tous ces textes-là ne seront soumis ni à enquête publique, ni à accord des collectivités territoriales. Donc, on voit bien qu'on est quand même très éloigné de ce que l'on pourrait considérer comme le minimorum d'application des conventions d'Aarhus et des conventions d'Espoo. Je continue sur le deuxième point, qui est la suite de ce que je viens de dire, c'est-à-dire la réduction des droits des citoyens et de la démocratie environnementale. Bon, la suppression des enquêtes publiques, c'est déjà très fréquent, remplacé par des consultations sur Internet qui n'ont évidemment pas du tout le même effet et la même ampleur. Pourquoi ? D'abord, un certain nombre de nos concitoyens, qu'on le veuille ou non, ne sont pas des adeptes d'Internet. Je pense aux plus âgés d'entre eux. Et par voie de conséquence, ils ont beaucoup de mal à donner un avis sur Internet. De plus, pour tout le monde, le contact avec le commissaire enquêteur, la possibilité de lui poser des questions, de regarder avec lui certains documents était quelque chose d'important. C'est supprimé. Le commissaire enquêteur lui-même est également supprimé dans cette configuration, puisque il y a une synthèse des avis qui sont émis, mais cette synthèse est faite par l'administration, n'est pas faite par une personne indépendante. Donc, on voit bien que le public aura finalement assez peu de choses à dire. Bon, je dirais que ce n'est pas une surprise quand on voit les conditions dans lesquelles s'est déroulée la Commission nationale du débat public sur Penly. Et je renvoie à cet égard ce que la présidente de la CNDP de l'époque avait pu dire. On voit que dans ce domaine, on considère qu'en fait les citoyens n'ont pas à donner en fait leur point de vue. Donc, plus de permis de construire, une enquête publique très réduite,
avec bien sûr toutes les règles qui s'appliquent actuellement et qui permettent aux juges des procédures de régularisation extrêmement abondantes. Et l'absence d'enquête publique ou l'insuffisance d'études d'impact, eh bien, pourra, compte tenu de la modification des règles de référé, continuer dans l'attente d'une régularisation qui sera évidemment de pure forme. Une autre disposition est assez préoccupante, c'est la possibilité d'étendre les applications des mesures prévues à d'autres types de réacteurs nucléaires et à d'autres conditions d'implantation géographique que ceux mentionnés à l'article 1er. Alors, de quoi s'agit-il? L'article 1er, il vise de construire des centrales nucléaires sur des sites existants de centrales nucléaires. Donc, on sait ce dont on parle et on sait où on est. Cette disposition, elle permet d'aller ailleurs et de construire autre chose que des PWR revus et corrigés, et on pense en particulier aux petits réacteurs modulaires qui jusqu'à présent n'ont jamais été construits en France et qui pourraient l'être. Or, l'article 7 de la loi donne au gouvernement un délai au 1er juillet 2023, donc c'est maintenant très proche, pour établir une carte et une liste des sites potentiels d'installation de petits réacteurs modulaires d'une puissance supérieure à 500 MW, à 150 MW. Cette liste sera établie après consultation, mais pas avis, et a fortiori moins avis conforme des collectivités territoriales. En revanche, aucune consultation du public n'est prévue. Donc, les choix de sites vont se faire sans que le public en soit préalablement informé. Derrière, il y aura le projet d'intérêt général où, là encore, le public ne pourra pas ou difficilement intervenir. C'est donc quand même quelque chose de très préoccupant pour des petits réacteurs modulaires dont je rappelle qu'ils n'ont jamais été réalisés en France, dont je rappelle que EDF n'a aucune maîtrise parce qu'il n'en a jamais fait. Ce sera donc des prototypes. Je pense que ça mériterait quand même, à minima, une consultation du public. Une amélioration est à noter. Elle concerne l'enquête publique lors des réexamens de sûreté au-delà de la 35e année de fonctionnement du réacteur nucléaire, puisqu'elle portera également sur le rapport de l'autorité de sûreté qui devra tenir compte de l'enquête publique. Deux autres dispositions sur lesquelles j'irai vite qui permettent une prise de possession immédiate des terrains bâtis ou non bâtis dans le cadre de la procédure d'expropriation. C'est une procédure qui était tout à fait exceptionnelle, qu'on avait utilisée par exemple pour les Jeux Olympiques ou pour ITER, et qui là donc va pouvoir s'appliquer dans de très nombreux cas. Quatrièmement, des atteintes majeures aux droits de l'environnement et au principe de non-régression. On est tous sensibles à la protection des oiseaux et on a vu, bien entendu, tous les débats qu'il y a eu sur l'éolien et la protection des oiseaux. Bien très franchement, cette loi est infiniment plus préoccupante pour la protection de la biodiversité que ne peuvent l'être des éoliennes. Tout d'abord, la loi affirme dans son article 4 bis que la réalisation des réacteurs électronucléaires est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Je rappelle que cette raison impérative d'intérêt public majeur est un des motifs fondamentaux pour pouvoir obtenir une dérogation aux espèces protégées. Or, le Conseil d'État avait donné un avis défavorable pour cette exception. Le gouvernement est passé largement outre, renvoyant à un décret le soin de définir les types de réacteurs bénéficiant de cette dérogation. Mais à partir du moment où la loi a ouvert la porte, on ne peut qu'être assez inquiet sur ce que pourra comporter le décret. En second lieu, comme je le disais rapidement tout à l'heure, les centrales nucléaires échappent en totalité à la loi littorale. Alors, le Conseil d'État, dans son avis, dit c'est un peu normal puisqu'il y a des centrales qui ont été construites en bord de mer avant la loi littorale. C'est vrai pour Gravelines et pour le Blayais. Mais enfin, il n'empêche qu'on est dans des zones où le dérèglement climatique a des effets extrêmement importants, que ce soit au Blayais
qui est la côte aquitaine, ou que ce soit à Gravelines, qui est la région dunkerquoise. Et donc, faire échapper les nouvelles installations aux obligations de la loi littorale apparaît quand même quelque chose de particulièrement contestable au regard des obligations liées à l'adaptation des règlements climatiques. En troisième lieu, les centrales nucléaires échappent aux ZAN. Alors, je pense que beaucoup de collectivités locales seraient heureuses que certains projets qui, pour elles, sont très importants, puissent aussi échapper aux ZAN. Ben non, c'est pour les centrales nucléaires, alors même que les sites nucléaires sont extrêmement consommateurs d'espace. Alors, si on le fait pour les centrales nucléaires, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une exemption de la loi ZAN pour les installations d'énergie renouvelable dont on nous dit à corps et à cri qu'on a le plus grand besoin? Enfin, reste l'immense problème de l'eau. Dans diverses dispositions, il est fait référence aux conséquences du changement climatique, mais c'est essentiellement sur les agressions externes à prendre en considération. La loi ne comporte aucune disposition contraignant l'exploitant à des dispositifs d'économie d'eau et à justifier les efforts qu'il fait pour réduire les besoins en eau et la nature des rejets. Au contraire, on nous parle maintenant d'un changement de normes pour avoir des rejets plus élevés en termes de température compte tenu du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque l'eau dans laquelle se font les rejets atteint une certaine température, on ne peut plus rajouter de température supplémentaire. C'est une limite qu'EDF veut faire sauter. Donc, toute la question de la gestion de l'eau, et quand même je rappellerai que nos centrales nucléaires sont un des premiers consommateurs d'eau en France, tout ce sujet-là est totalement ignoré dans le cadre de cette loi, ce qui est quand même tout à fait regrettable. Enfin, et en dernier lieu, et ce n'est pas le moins important, il faut noter un affaiblissement des règles de sûreté. La volonté d'accélérer et de faciliter la vie de l'industrie nucléaire aboutit à réduire de façon importante un certain nombre de règles de sûreté qui pourtant ont été conquises de haute lutte au cours des années. C'est particulièrement préoccupant alors que notre parc est très vieillissant quand on sait ce que serait le coût d'un accident nucléaire en France, on ne peut qu'être un petit peu inquiet. Tout d'abord, la loi autorise l'extension de la durée de vie des centrales nucléaires au-delà de 60 ans. Je rappelle que si la loi française n'a pas fixé de délai à la validité des autorisations de centrales nucléaires, lorsque celles-ci ont été construites, au départ, elles étaient prévues pour une trentaine d'années, 30 à 40 ans. Ça veut dire que le béton, ça veut dire que les soudures, ça veut dire que les aciers ont été calculés pour une durée de vie de 30 ans ou 40 ans. Et 60 ans, voire plus, c'est évidemment beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on prend un risque délibéré d'accident, même si on peut compter sur l'autorité de sûreté nucléaire pour être très vigilante, et nous espérons qu'elle l'est, il n'empêche que le vieillissement du béton, c'est le vieillissement du béton, que le vieillissement des soudures, c'est le vieillissement des soudures, et on a vu des problèmes systémiques apparaître au cours des 2 dernières années sur nos centrales nucléaires. Deuxième allègement de règle de sûreté, c'est la règle qui obligeait l'exploitant à solliciter une nouvelle autorisation lorsque la centrale nucléaire était fermée plus de 2 ans. Pourquoi cette règle? Parce qu'on considérait, à juste titre, qu'une centrale nucléaire fermée plus de 2 ans était une centrale nucléaire qui était exposée à un vrai problème et qu'il fallait donc, avant de la faire redémarrer, pouvoir bénéficier d'une étude approfondie, donc d'une étude d'impact sur une étude de sûreté permettant le redémarrage. Cette mesure donc est supprimée et c'est non plus l'ASN mais le gouvernement qui décidera ou non d'un arrêt définitif ou de reprendre le fonctionnement de la centrale nucléaire. C'est-à-dire que ce n'est plus la sûreté qui va primer, mais bien la décision politique. En troisième lieu, les petits réacteurs modulaires sont présentés comme si nous avions une connaissance et une expérience de ces réacteurs. Or, comme le note le Conseil d'État dans son avis, on ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires s'agissant d'une filière en émergence dont les conditions techniques et les modalités de déploiement
ne peuvent être définies, dont la contribution à la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut être évaluée pour apprécier la conformité de la disposition législative envisagée aux exigences conventionnelles et constitutionnelles. Dès lors, délimiter des sites et éventuellement commencer à déclarer des projets d'intérêt général sur ces petits réacteurs nucléaires, alors même que EDF n'a aucune expérience dans ce domaine, c'est quand même une prise de risque. Par ailleurs, si on peut se réjouir que l'ASN devienne totalement paritaire, en tant que femme, je ne peux que m'en réjouir, on ne peut en revanche que s'étonner de voir disparaître les dispositions de l'article L592-42 qui assurait une forme d'inamovibilité des membres de l'ASN, précisant les cas très stricts dans lesquels ils pouvaient être mis fin à leurs fonctions. Bonne chose, heureusement, du fait de la mobilisation à laquelle nous avons modestement participé, la fusion entre l'ASN et l'IRSN, qui était vraiment une très mauvaise idée, a disparu du projet de loi, enfin de la loi. Je ne suis pas sûre qu'elle ne disparaisse des projets du gouvernement. En conclusion, si l'on se réfère au précédent EPR, qu'il s'agisse de Flamanville ou d'Hinkley Point, il n'est pas du tout certain que cette loi ait en réalité une effectivité. Ce ne sont pas les procédures administratives qui ont allongé les délais de construction de ces installations, évidemment pas. Flamanville est autorisé depuis 2007 ou 2008 et on est en 2023. Mais bien l'incapacité du maître d'ouvrage de les mener à bien dans des conditions de sûreté et de sécurité données. Du reste, le Conseil d'État ne fait pas l'impasse sur cette réalité. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'industrie nucléaire a obtenu l'essentiel de ce qu'elle voulait, à savoir un droit totalement dérogatoire, bien au-delà du caractère spécifique que présentait la législation nucléaire. Une réduction importante du droit de participation et de recours, une impasse sur toutes les mesures de protection de l'environnement possibles, une extension sur le papier au moins de la durée de vie des réacteurs, et ce dans le but de renucléariser le mix énergétique français, sans considération à l'égard de nos obligations communautaires et une interprétation très laxiste des conventions d'Espoo et surtout d'Aarhus. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas, il s'est prononcé, non, il ne s'est pas encore prononcé, il est saisi. Nous verrons ce qu'il peut dire des principes dont nous avons ici rappelé qu'on pouvait considérer qu'ils n'étaient pas pleinement respectés, rappelant quand même que le Conseil constitutionnel ne se prononçant généralement pas sur la conformité des textes au droit communautaire. C'est le travail du juge de droit commun et de la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce texte et nous sommes bien sûr maintenant à votre disposition pour des questions que vous souhaiteriez nous poser. Alors, première question, pourquoi bafouer autant le droit à consultation des citoyens sur un sujet aussi sensible pour l'opinion publique? Parce que même si on a une opinion publique française qui est aujourd'hui globalement favorable au nucléaire, grâce à une campagne menée tambour battant depuis 2 ans, parce que ce n'était pas le cas auparavant, lorsqu'il s'agit d'installer une centrale nucléaire à côté de chez soi, ça devient quand même quelque chose d'assez différent. Et les pouvoirs publics ne veulent évidemment pas d'une mobilisation citoyenne à l'encontre d'un projet. On voit la mobilisation légitime, à mon avis, sur le projet de Bure, qui fait que CIGEO et maintenant la demande d'autorisation a été déposée, mais l'autorisation n'est toujours pas délivrée. Je rappelle quand même que le projet initial a été lancé en 1993, hein, c'est-à-dire il y a 30 ans. Donc, ce que le gouvernement ne veut pas, c'est une mobilisation de la population contre une nouvelle centrale nucléaire qui serait réalisée à côté de chez les gens. Et donc, eh bien, on réduit au minimum les procédures de consultation, on réduit au minimum, voire on supprime les enquêtes publiques, on fait des actes qui vont aller directement devant le Conseil d'État et plus devant le tribunal administratif. Donc, on réduit d'autant la capacité citoyenne à discuter en amont et à contester en aval les projets. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose, Théophile? Je peux prendre une autre question après la 3. Mais... Alors, autre question. Après la 3 sur l'eau. Alors, l'autre question. Oui, allez-y, Margot.
Que va-t-il advenir du fonctionnement du parc nucléaire cet été et pour les étés caniculaires à venir en raison de la sécheresse? Alors, vous savez que tous les ans, le ministère de l'Environnement délivre des dérogations à EDF pour pouvoir continuer à fonctionner avec des températures élevées et donc à avoir des rejets qui vont au-delà des arrêtés d'autorisation qui normalement doivent protéger la biodiversité aquatique. La situation est telle qu'aujourd'hui, on atteint les plafonds qui sont possibles. Et donc, ce qu'EDF voudrait obtenir, et peut-être va-t-il l'obtenir, d'ailleurs, j'en sais rien, c'est un changement de ces plafonds, de manière à pouvoir rejeter. Mais il n'y a pas que le problème du rejet. Il y a le problème de l'amont, c'est-à-dire il faut que pour que la centrale puisse fonctionner, qu'elle soit alimentée suffisamment pour permettre un refroidissement de la centrale dans de bonnes conditions. Et peut-être certains d'entre vous ont-ils encore à l'esprit la centrale, alors c'était Fessenheim ou Cattenom, je ne sais plus, c'était une des centrales de l'Est, je crois que c'était Fessenheim, mais je ne suis pas sûre, qui avait été arrosée avec des tuyaux d'incendie des pompiers. C'était Fessenheim, qui avait été arrosée avec des tuyaux d'incendie des pompiers en 2003 parce que ça chauffait beaucoup trop. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau en amont pour pouvoir alimenter les zones de refroidissement, donc le circuit primaire et le circuit secondaire. Ça, nous n'en savons rien parce que nous sommes effectivement dans des périodes de grande sécheresse, que le débit du Rhône, sur lequel nous avons beaucoup de centrales nucléaires, s'est considérablement réduit, je crois, sans dire de bêtises, c'est autour de 20 ou 30% depuis une quinzaine d'années, que dans l'est de la France, il fait terriblement chaud, et par voie de conséquence, nous risquons d'avoir des vraies difficultés de mobilisation de notre parc nucléaire cet été. Théophile voulait rajouter? Oui, non, et il y a aussi cette difficulté qui est que les centrales nucléaires qui ont été autorisées, enfin en tout cas en capacité originellement pour produire pendant 40 ans, elles ont été autorisées sur la base d'une étude d'impact qui fixait aussi cette durée sur 40 ans et donc qui à l'époque ne prenait pas en compte l'assèchement des rivières et le changement climatique. Et donc de prolonger ces installations de 20 années ou plus supplémentaires sans réalisation d'une nouvelle étude d'impact ou d'une nouvelle évaluation environnementale est aussi un réel problème puisque la question de l'assèchement des rivières n'est pas suffisamment prise en compte au regard du droit applicable. C'est un des grands enjeux aussi de la prolongation de ces centrales. Autre question? Quels sont les leviers à la disposition du public pour contrer les mesures de ce paquet nucléaire entraînant une régression du droit de l'environnement? Bien, le Conseil constitutionnel va se prononcer. Donc déjà, on va voir ce qu'il va dire. Dans la mesure où le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la loi, s'il s'est prononcé sur la totalité de la loi, on ne pourra plus faire de questions prioritaires de constitutionnalité. En revanche, dans le cadre des recours, s'il y a une violation du droit communautaire, je pense qu'il y en a plusieurs, cette question-là pourra être abordée et faire l'objet d'une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne. Mais c'est une loi et comme vous le savez, contre une loi, on ne peut pas faire grand-chose. Autre question? Comment le public peut-il avoir connaissance des défauts et autres dégradations ou problèmes de vétusté des centrales? Le public peut prendre connaissance des défauts et autres dégradations de problèmes de vétusté des centrales déjà sur le site de l'ASN qui rend des rapports d'inspection soit de manière inopinée, soit dans le cadre du réexamen décennal. Et justement, à l'occasion de ces réexamens décennaux, il y a une enquête publique qui est réalisée. De 0 à 40 ans, généralement, c'était simplement une consultation du public qui était faite, mais pour la prolongation au-delà de 40 années des installations en place et des plus vieilles, notamment par exemple du budget, il y a des enquêtes publiques qui sont réalisées
pour permettre ce fonctionnement au-delà de la durée de 40 années. Donc tous les 10 ans, et même avant, pour encore une fois les contrôles d'inspection inopinés, le public peut, sur le site de l'ASN, se renseigner sur les incidents et les problématiques qui affectent certaines des centrales et qui justifient parfois leur mise à l'arrêt pendant une durée temporaire. Mais je dirais que c'est l'enquête publique au cours de cette révision, de ce réexamen périodique qui permet de prendre en compte ces vétustés. Alors, normalement, quand il y a des incidents, ils doivent être notifiés par l'exploitant. Et s'ils ne sont pas, c'est une infraction. Donc, en regardant d'assez près ce qui est indiqué sur le site de la centrale, lorsqu'il y a un incident, normalement, il doit être notifié. Par ailleurs, vous avez les commissions locales d'information qui fonctionnent plus ou moins bien selon les centrales nucléaires, mais qui sont également une mine d'information. Autre question ? Alors, la loi du 10 mars 2023 et cette dernière loi semblent être politiques, mais que devient le droit de l'environnement? Est-ce que les recours de la CJUE peuvent nous aider à mieux appliquer ESPO et ARUS? Les efforts de... Est-ce que les recours de la CJUE peuvent nous aider à mieux appliquer ESPO? Alors, le président de la République a parlé de pause, moi je parlerai de régression, mais ce n'est pas nouveau. Depuis 2017, en fait, progressivement, toute une série d'acquis environnementaux ont été reniés, et je ne suis évidemment pas la seule à le dire, les professeurs de droit de l'environnement l'écrivent à longueur d'année dans les revues juridiques. Donc, il faut se tourner vers des juridictions extérieures, et notamment la Cour de justice de l'Union européenne, qui a rendu, dans un arrêt, dans une affaire concernant la centrale nucléaire de Boel, en Beul, je ne sais pas comment on dit, Boel, en Belgique, une décision extrêmement intéressante qui soumet... Doel, c'est Doel, c'est pas Boel, c'est Doel, qui soumet en particulier les prolongements de centrales nucléaires au-delà de 35 ans ou 40 ans à une étude d'impact, à toute une série de textes. Malheureusement, le Conseil d'État a jugé le contraire en ce qui concerne la centrale du budget, n'a pas du tout appliqué la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais c'est là où nous pouvons effectivement trouver un espoir de voir le droit de l'environnement convenablement appliqué. Autre question ? La transition énergétique n'est-elle pas un leurre eu égard à l'effectivité du droit de l'environnement? Eu égard à l'effectivité ou l'ineffectivité? L'effectivité. Non, je vois pas. Je comprends pas bien le sens de la question. Le droit de l'environnement, il permet parfaitement de faire la transition énergétique. Il n'y a aucun problème. On pourrait tout à fait avoir une loi d'accélération du nucléaire qui ne piétine pas les droits des citoyens. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les problèmes de délai dans le nucléaire, c'est pas lié à l'expression des citoyens ou au recours, c'est lié à l'incapacité de l'exploitant de construire dans des délais raisonnables la centrale nucléaire, c'est tout. Donc c'est un leurre cette histoire-là. C'est un leurre. Et sur la loi industrie verte, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les prémices du texte sont fausses. On part de l'idée que ce qui bloque, c'est le fait que les gens soient appelés à donner leur avis ou puissent faire un recours. Sauf que ce qui bloque, c'est autre chose. Dans le cas de figure là, c'est un manque de savoir-faire. Dans le cas de l'industrie verte, c'est une administration qui instruit très lentement les dossiers. Et dans tous les cas de figure, réduire les droits des citoyens, c'est accroître leur frustration et c'est arriver à des mouvements de colère qui sont de plus en plus profonds. Donc, je ne vois vraiment pas l'intérêt de procéder de la sorte. Autre question ? Alors, y a-t-il une étude sur la participation financière des contribuables au parc nucléaire français? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question.
Il y a des études sur ce que le contribuable français a payé pour la première, comment dire, le premier parc nucléaire, puisqu'il a été payé totalement par le contribuable. Donc on sait exactement ce que ça a coûté et l'impact que ça a eu sur toute une série d'autres activités que nous n'avons pas pu financer corrélativement. Savoir aujourd'hui ce que coûte le parc nucléaire aux contribuables français, c'est très difficile, parce qu'il y a des sources de financement très diverses. Il y a d'abord tout ce qu'on a dépensé en recapitalisation et d'Orano, ex-Areva, et aujourd'hui à EDF, puisqu'il y a eu un apport d'argent l'année dernière, et là on vient de repayer 12 milliards ou 11 milliards, je ne sais plus, quelque chose comme ça, pour nationaliser EDF. Donc ça, c'est de l'argent du contribuable. Ensuite, la recherche, par exemple. La recherche, il y a une partie qui concerne le nucléaire militaire, qui est donc acquittée par le contribuable. Mais une partie de cette recherche-là, elle bénéficie aussi au nucléaire civil, c'est-à-dire à EDF. Donc, c'est de l'argent du contribuable. Voilà, donc c'est très difficile de répondre clairement parce que tout est fait pour que le contribuable ne puisse pas avoir une vue exacte de ce que ça lui coûte. Autre question? La renationalisation d'EDF va-t-elle avoir un impact sur les recours qu'on peut attenter contre elle en matière pénale? Non. Non, parce que EDF reste une société dotée de la personnalité morale, donc personne morale, elle peut être pénalement responsable, et les dirigeants d'EDF qui dirigent cette société peuvent être pénalement responsables, donc ça ne change rien. À ma connaissance, ça ne change rien. Alors, autre question. Quelle est la position finale du Conseil d'État face à ces manquements du gouvernement? Si vous voulez, les sections administratives, quand elles rendent des avis, c'est des avis qui sont mitigés. Hein. Il y a quand même beaucoup de discussions, notamment, par exemple, le Conseil d'État a mis en lumière le fait que l'étude d'impact sur ce texte était notoirement insuffisante. Quand on passe à la section du contentieux, je dirais qu'en règle générale, le Conseil d'État est très bienveillant à l'égard de l'industrie nucléaire. Les seuls cas où je l'ai vu plus sévère, c'était pour Creys-Malville, où il a annulé à 3 reprises les décrets de création de Creys-Malville. Mais sur les centrales classiques, pratiquement toute la jurisprudence est une jurisprudence favorable à l'industrie nucléaire. Autre question. Pourquoi ne pas supprimer le régime des INB si on souhaite vraiment satisfaire l'industrie nucléaire? Parce qu'on est dans un cadre communautaire, que ce cadre communautaire exige qu'il y ait un cadre juridique assez strict, et donc c'est impossible. C'est impossible. Et déjà, le cadre INB, installation nucléaire, IN, est un cadre très dérogatoire, très dérogatoire par rapport au régime ICPE. Si le régime ICPE s'appliquait aux centrales nucléaires, ce serait autre chose. Ce n'est pas le cas. Donc, ils ont un régime très dérogatoire et très favorable. Et non seulement sur le fond, mais aussi sur la procédure, parce que les contentieux relatifs aux INB est de compétence directe du Conseil d'État, ce qui n'est pas le cas pour les ICPE classiques, où on va devant le juge administratif, enfin devant le tribunal administratif de premier sort en première instance. Une question 13, Margot, c'est la dernière, je crois. C'est l'avant-dernière. Allons-y. Alors, j'entends des professionnels de la centrale de Gravelines des problèmes de connaissance dans la gestion de crise lors d'événements. Il y a aussi beaucoup de sous-traitance et de pression financière lors de leurs travaux. Les contrôles internes et de l'ASN sont soumis aux pressions financières également. Comment assurer dans ces conditions une sûreté nucléaire des sites existants? Je crois que la réponse est dans la question. La question de la sous-traitance est une question qui a été volontairement complètement mise de côté, alors que c'est une question très importante. D'abord, elle explique pour partie la perte de compétences d'EDF. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de procédures
qui étaient faites par les agents d'EDF qui progressivement ne l'ont plus été. Au départ, la sous-traitance, c'était pour faire le ménage. Maintenant, la sous-traitance est beaucoup plus large. Et par conséquent, il y a tout un savoir-faire interne à EDF qui a disparu. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les règles qui s'appliquent à la sous-traitance ne sont pas les mêmes. Et les pressions sur les sous-traitants sont considérables. J'ai eu des confidences de syndicats de la sous-traitance pour se plaindre des conditions dans lesquelles ils travaillaient, du fait qu'ils étaient obligés, compte tenu de la réduction des délais pour réaliser une opération déterminée, par exemple, une opération déterminée, il faut 3 jours. On dit aux sous-traitants, vous le ferez en 48 heures, voire en 24 heures. Ben, comment on fait pour faire en 24 heures ce qu'il faut 3 jours pour faire normalement? Bien, il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'on marque comme faites alors qu'elles ne le sont pas. Voilà. Typiquement, c'est extrêmement fâcheux. Bon, pour le reste, bien sûr que les pressions sur l'ASN, elles sont énormes. On le voit constamment. Et l'ASN est obligée de louvoyer entre ce qui lui paraît absolument indispensable et puis ce qu'on attend d'elle, sachant que les membres de l'ASN sont quand même tous issus je dirais, de l'écosystème nucléaire. Donc, j'ai pas d'autre réponse que celle-là. La seule réponse, ce serait un véritable contre-pouvoir citoyen, mais il n'existe pas dans ce domaine, parce qu'on ne lui permet pas d'exister. Alors, c'était la dernière question. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous, et vous pourrez retrouver l'essentiel de ce qu'on vous a dit aujourd'hui sur Actu Environnement, publié le 13 juin 2023. Merci. Pas le 13 juin. Au revoir à tous. Au revoir.